Pour vous en présenter l'approche globale dans quoi s'inscrit la kinésiologie, dans un premier temps. Et dans un second temps, j'aborderai comment un praticien, un kinésiologue, utilise les outils de la kinésiologie, sur quels concepts il s'appuie, et quels sont ses éléments d'observation pour accompagner une personne dans une consultation individuelle qui peut durer 1 heure et quart, 1 heure et demie. La kinésiologie, donc, ces deux premiers mots-clés. C'est tout ce qui concerne le mouvement. Et le deuxième mot-clé, qui est l'étude du mouvement, je vais faire une extension du mot étude en utilisant le côté éducatif. Un kinésiologue est dans une dynamique éducative, facilitatrice. Le mouvement, on a tout de suite l'image de se mettre en mouvement, se mettre en action. Là, le mouvement, je le prends dans un sens encore plus large, dans le sens que le mouvement s'inscrit dans la dynamique de ce que représente la vie. La vie est mouvement, et pour que ce mouvement puisse se déployer, pour que ce mouvement puisse être dans une dynamique d'expansion, et ça sous-tend que l'environnement soit propice à une vie, à la vie. Donc la vie en soi. Comment se traduit une bonne vie en soi? Ça se traduit par une bonne santé, une santé physique, une santé psychique, donc émotionnelle, mentale. Et pour que cette vie soit dans cette dynamique de croissance, puis d'expansion, ça demande que les deux concepts sous-jacents à la vie soient en équilibre. Sachant que l'équilibre parfait n'existe pas, nous sommes toujours dans une dynamique de tendre vers un équilibre. Et d'ailleurs, cette tentative d'aller vers un équilibre passe souvent par des déséquilibres. Et vous retrouvez sans doute vous retrouvez cette dynamique de l'équilibre du yin et du yang, sont ces deux concepts qui soutiennent la vie. Donc le mouvement, la vie, s'inscrit dans ce concept du yin et du yang. Donc vous avez sans doute vu une représentation schématisée, par exemple celle-ci, où d'un côté, vous aurez le yin qui est représenté par une couleur plutôt sombre, mais qu'on va également retrouver dans le yang, qui est représenté par une représentation plutôt claire, et ce mouvement de vagues correspond à cette dynamique de vie. Ce n'est pas figé, ce n'est pas quelque chose qui est cristallisé, c'est quelque chose qui est dans une dynamique de mouvement. Et on peut tout à fait imaginer également que ces deux petits cercles que vous voyez dans le yin et dans le yang peuvent s'agrandir suivant les circonstances de la vie, peuvent se diminuer, voire même le côté yin peut prendre complètement la place de l'un et le yang étouffer l'autre. Donc dans ce cas-là, il y a des excès, il y a des blocages, et le terrain devient de moins en moins propice à la vie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même si je prends le blanc qui correspond au yang, même dans le yang, il y a le germe du yin. Et dans le yin, il y a le germe du yang. C'est-à-dire que même si je suis dans une dynamique yin, alors pour prendre des mots qui vont vous parler peut-être davantage, c'est le côté féminin et masculin, donc ces énergies féminines et masculines en soi, plusieurs façons de les nommer, je vais commencer par ça, dans mon introduction, de voir dans quel contexte on se situe, pour ensuite voir comment la kinésiologie propose des techniques qui amènent à un équilibre et une croissance. Donc ce yin et ce yang représentent les principes féminins et masculins. En tant qu'homme, femme, nous avons en tant qu'homme une apparence masculine, mais nous avons aussi en nous le germe du féminin. Et d'ailleurs, un être humain qui est équilibré, c'est qu'il a en lui ces deux dynamiques. Alors à quoi correspondent ces deux dynamiques et pourquoi ces deux dynamiques sont autant nécessaires pour permettre la vie? Alors je vais prendre une première analogie. Comment un enfant va venir au monde? C'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui représentent, on va dire, le côté yin et le côté yang, le côté féminin et masculin, dans un premier principe, qui vont se rencontrer
qui vont faire couple, et de leur rencontre va naître la vie, un enfant. C'est dans la rencontre du yin et du yang que la vie peut naître, que la vie peut germer, que la vie peut arriver par un miracle de la vie elle-même. Et cette rencontre du féminin et du masculin, qu'on peut également appeler l'amour, qui est aussi cette synergie de deux polarités. Alors si on vient à un niveau plus terre à terre, mais tout aussi représentatif, la dynamique de la physique, eh bien on retrouve au niveau atomique le plus, le moins, les électrons, les protons, qui ensemble vont créer un champ magnétique, un champ électrique. Et on retrouve cette même dynamique dans le pôle sud et dans le pôle nord de la Terre, dans un aimant. Vous avez toujours cette dynamique du plus et du moins. Chacune de vos cellules dans lesquelles vous êtes constitué, c'est également toujours cette dynamique du plus et du moins, sans connotation aucune d'ailleurs dans le plus et dans le moins. En électricité, on retrouve aussi ces deux pôles. Et c'est la rencontre de ces deux pôles qui vont créer quelque part un troisième qui est, dans l'exemple des pôles de la Terre ou des électrons, un champ. Un champ qui est une énergie supplémentaire. Et si on le ramène ce concept à quelque chose de plus philosophique, eh bien c'est l'amour de deux personnes qui se rencontrent. La médecine chinoise utiliseront également le terme qi, qui sera également cette dynamique de l'énergie vitale. Voilà, chaque approche, chaque philosophie, chaque science va utiliser ses propres termes pour représenter ce qui est communément appelé le yin et le yang, ou le féminin et le masculin. Les Amérindiens parleront également, et puis d'autres approches, de la rencontre du ciel et de la terre. Voilà. C'est parce que le ciel et la terre se sont à un moment donné unis que l'être humain est apparu, que les différents êtres, les animaux, etc. sont apparus. C'est toujours cette rencontre du plus et du moins qui va apporter la vie. Et le mouvement, eh bien, c'est cet équilibre entre le yin et le yang, c'est cette rencontre entre l'un et l'autre, soit par des interactions extérieures, mais aussi en vous-même. Tout ce que je signifie ici par des exemples, eh bien, se joue la même chose en vous-même, de vous avec vous-même. En prenant par exemple les deux hémisphères cérébraux. Vous avez l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, qui sont chacun associés à une polarité, féminine et masculine, et qui vont se rencontrer pour créer le corps calleux, qui permettra à chacun de ces hémisphères de profiter de leur spécificité. Et chaque hémisphère, en effet, a des spécialisations, plus l'une dans une dynamique d'écoute, de sensibilité, d'accueil intuitive, et l'autre hémisphère sera davantage dans une dynamique rationnelle, concrète, logique, linéaire, structurée. Et c'est la rencontre des deux qui va permettre d'organiser en moi un apprentissage, une rencontre avec l'autre, un projet. Et d'ailleurs, la rencontre du féminin et du masculin, ce n'est pas qu'un enfant, ce n'est pas qu'un champ magnétique, c'est également la création de n'importe quel projet. Et nous sommes venus, je pense, sur Terre dans une dynamique créative pour apporter sa propre couleur avec ce que l'on porte. Et c'est d'autant plus possible qu'en moi j'ai équilibré ce plus et ce moins, ce féminin et ce masculin. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai équilibré en moi ce féminin et ce masculin ? Eh bien j'ai accès à mon être, j'ai accès à mon essence, j'ai accès à mon soi, à mon identité profonde. Voilà, autant de termes qui représentent aussi cette réalité qui se situe entre les deux pôles et qui permet d'avoir accès à moi-même. Et donc c'est ma propre couleur. Un déséquilibre entre le yin et le yang va créer donc un certain nombre de blocages. Ces blocages vont par exemple être le fruit de situations inattendues, de situations contraires à mes attentes, des situations qui ont éveillé en moi une émotion intense et qui vont créer une situation inachevée dans laquelle je n'ai pas pu mettre de mots. Ça sont les différents paramètres qui vont faire qu'un blocage va se cristalliser à un moment donné dans ma vie. Et ce blocage, eh bien, va être une obstruction au mouvement, va être une obstruction à la vie en moi. Je vais cristalliser en moi des énergies qui ne peuvent plus circuler de l'une à l'autre, qui ne peuvent plus se déployer autant qu'elles pourraient. Alors que dans un environnement qui serait propice, une ambiance
propice à mon développement, eh bien, je pourrais être en permanence à vivre face à des situations en effet où il peut y avoir du vent, de la tempête, du calme, du chaos. Je pourrais malgré tout me déployer si mon environnement, si mon hygiène de vie est propice à ça. Donc, en kinésiologie, j'y reviendrai un petit peu plus après, eh bien, on s'intéressera à diffuser ces blocages-là pour repermettre à la vie de circuler. On ne peut pas intervenir sur... Il n'y a aucune technique ne peut intervenir sur la vie. Aucune technique ne peut intervenir sur mon essence. Elle peut intervenir sur équilibrer le yin et le yang. Elle peut intervenir sur permettre une ambiance, un environnement propice à ma croissance. À partir du moment où j'ai un contexte favorable à mon développement, la vie en moi, mon essence, va naturellement se déployer. Elle est porteuse de potentiel, elle est porteuse de talent peut-être, elle est porteuse de qualité en tout cas, qui vont pouvoir se déployer naturellement. Je vais prendre une autre analogie, celle d'un arbuste. S'il est dans un environnement propice du soleil, de l'eau, de la terre, eh bien il va pouvoir se déployer sans qu'on ait rien d'autre à faire que alimenter cet environnement-là. Si par contre il manque de soleil, eh bien très vite il ne pourra pas croître. Voilà. Ces feuilles qui sont censées être réceptives au soleil pour transformer en chlorophylle et tout un système biochimique lui permettant de croître et de grandir ne pourra pas fonctionner. Même chose, si sur la petite pousse qui est en train de tenter de chercher le soleil, il y a une grosse pierre dessus, eh bien il y aura obstruction dans sa vie pour pouvoir se déployer et créera un arbuste tout rabougri, tout sec, très fragile. Donc créer un environnement propice va permettre à chaque individu, à chaque être humain, de pouvoir croître. En kinésiologie, on va donc s'intéresser à identifier les blocages qui font obstruction à la vie. Et donc d'identifier les polarités également qui sont concernées. Alors, les deux polarités, c'est un premier concept. C'est un premier concept qui donne déjà des repères. Il y en a beaucoup d'autres. Si j'en prends un autre, par exemple, c'est celui des 5 mouvements. Vous avez peut-être déjà vu cette représentation. Hop. Qui, par abus de langage, est appelé 5 éléments. Mais en chinois, en médecine chinoise, la dynamique, c'est les 5 mouvements. Ces 5 mouvements sont 5 interactions dans lesquelles on va retrouver l'interaction des saisons, dans lesquelles on va retrouver l'interaction des différents organes entre eux. À travers ces 5 mouvements, on va de façon plus peaufinée identifier aussi les blocages, les déséquilibres. Et d'ailleurs, pour chacun des mouvements, il y aura un yin et un yang. On retrouvera à chaque fois, chaque mouvement sera séparé en 2. Un plus et un moins. Équilibrer ces 5 mouvements, c'est à nouveau repermettre à la vie de pouvoir s'exprimer pleinement. Voilà. Une fois que les 5 mouvements, le yin et le yang sont équilibrés, tout naturellement, la personne a re-accès à son potentiel, a re-accès à ses ressources, a re-accès à une certaine clarté, une certaine intuition qui lui permettront de prendre des choix justes dans sa vie et de se créer un environnement propice à sa propre création, à sa propre individualité. Donc le mouvement, voilà, par ces deux concepts, je trouve, donne des points de repère de savoir comment s'inscrit la vie, comment s'inscrit cette dynamique de mouvement. Alors, pour l'instant, ça reste encore un petit peu abstrait, mais ça pose déjà un premier élément. L'autre aspect de la kinésiologie, c'est l'étude de ce mouvement. Et c'est l'attitude du kinésiologue qui est d'être dans une attitude éducatrice. Qu'est-ce qu'un éducateur? Qu'est-ce que l'éducation? C'est cette attitude qui consiste à faciliter, à accompagner la personne dans son chemin, à un moment donné. En tant que parent, c'est d'accompagner son enfant à, quand il aura 18, 20 ans, à être autonome et à pouvoir répondre lui-même à ses propres besoins. Donc cette dynamique éducative, c'est être un facilitateur. Et le kinésiologue se pose dans cette attitude. Il est facilitateur. Il ne prend pas en charge, il n'est pas responsable à la place de la personne, il ne conseille pas, et je reviendrai sur ces différents éléments éthiques, il facilite un mouvement, parce qu'il va donner un espace d'écoute,
Je reviendrai ensuite à ça également, parce qu'il va proposer des techniques qui vont diminuer le stress, parce sa présence va permettre à la personne de se contacter elle-même pour aller vers son chemin et dans sa direction. Autre élément, autre signification du mot éducation, quand vous prenez educare, la racine latine, c'est aller hors de quoi? Hors de la masse. L'éducation est là pour faire extraire en moi le moi, faire extraire en moi mon individualité pour m'extraire de la masse, pour m'extraire, Maria Montessori dirait, de la nébuleuse. Chaque philosophie, psychologie, éducation vont utiliser ses propres termes, mais l'éducation, c'est vraiment faire émerger, notre concept spirituel, et me faire émerger du chaos indifférencié. M'extraire de quelque chose qui me rend indifférent. Et cette éducation, c'est ce que l'école propose. La visée de l'école, c'est d'être dans cette dynamique. Que chaque enfant puisse construire sa personnalité, soit reconnu dans son individualité, et sorte de quelque chose qui serait complètement dans l'errance. Alors, aujourd'hui, on est dans une société où l'ambiance de consommation excessive, de possibilités infinies, fait que l'enfant est très vite perdu dans ce côté innombrable de consommation extérieure. Et du coup, ça le met dans une dynamique très à l'extérieur de lui-même, qui l'empêche de se contacter, et il se sent perdu à travers ça. Donc l'éducation, c'est permettre la masse aujourd'hui d'une consommation, par exemple, excessive, si je prends cet exemple-là, de pouvoir pas être dans cette dépendance, mais pouvoir contacter ses propres sources, ses propres besoins pour savoir qui je suis. Et la dynamique de l'éducation, c'est du coup sortir de tout ce qui me ramènerait à la masse. Donc par exemple la comparaison, par exemple voilà, toute cette dynamique qui va me ramener à quelque chose de plus global. Et un élément clé du coup de l'éducation, c'est de reconnaître que chacun est unique. À partir du moment où chacun est reconnu dans son unicité, et que chacun d'entre vous ici est une personne unique, c'est ça qui vous fait sortir de la comparaison, c'est ça qui vous extrait d'une pensée commune, et qui permet de créer votre pensée propre. Et votre pensée propre fera que vous aurez accès à votre propre créativité, votre propre intuition, et du coup vous apporterez votre propre couleur. Donc la dynamique de l'éducation, c'est faire émerger ma personnalité, le moi, pour ensuite, dans un second temps, on verra, avoir accès aussi à son individualité profonde par la suite. Alors, une séance de kinésiologie. Quels éléments vont... Séance de kinésiologie. Alors, la kinésiologie comprend un certain nombre d'outils, un certain nombre de concepts, et va proposer également l'observation. Donc au niveau des outils, la kinésiologie va utiliser le test musculaire. Le test musculaire, c'est un biofeedback du corps qui est utilisé, qui correspond à une réponse globale du corps par rapport à un stimuli en particulier. Donc le test musculaire est un outil de précision qui va permettre de mettre en avant, de mettre en exergue un certain nombre d'informations auxquelles le corps réagit. On appellera ça des stimuli. Donc il y a soit des stimuli physiques, soit des stimuli verbaux, des stimuli auditifs, et on va comme ça faire une observation d'un certain nombre de déséquilibres dans le corps. Le test musculaire va utiliser un des muscles du corps accessible. On appellera ça un muscle indicateur. On va souvent utiliser le deltoïde, par exemple, du par le fait qu'il est pratique. Et en donnant une information de stimuli, le corps va réagir. Son tonus musculaire va se modifier. La fameuse expression que quand vous êtes stressé, vous avez les jambes qui flagellent, vous avez les bras qui vous en tombent, vous avez le visage qui pâlit, qui rougit, vous transpirez. Eh bien, c'est un stimuli extérieur qui a généré chez vous une réponse. Et cette réponse-là baisse le tonus pendant le temps du stress. Donc, par rapport à une personne,
par exemple, on lui donne un stimuli visuel qui serait de montrer un dessin d'araignée. Voilà. Pour certaines personnes, l'araignée ne générera pas de stress particulier et gardera un tonus fort, le corps sera tranquille, etc. Une autre personne, par contre, aura un tonus qui va chuter, ça va créer un stress. Donc en kinésiologie, on va comme ça observer un certain nombre d'éléments et on fait juste noter, tiens, cette information-là génère un stress. Alors il ne s'agira pas de tester des fourmis, des serpents et des araignées, sauf si c'est la demande de la personne. Il y aura tout un protocole de qu'est-ce que l'on va observer, qu'est-ce que l'on va tester. Et donc il y aura aussi bien des stimuli physiques que l'on va observer, pour voir si certains fonctionnements énergétiques, certains méridiens d'acupuncture fonctionnent dans leur énergie. On citera ou on regardera également un certain nombre de mots. Je pense au baromètre du comportement qui permettra de identifier, comprendre les schémas que j'ai mis en place dans ma vie pour pouvoir amener de la conscience dessus et faire un choix d'en sortir. Et on verra comment la personne, comment son tonus musculaire, son test musculaire va réagir par rapport à un certain nombre d'informations. Donc le test musculaire est utilisé pour évaluer un stress par rapport à un stimuli. Et d'ailleurs c'est sa seule utilisation dans ce contexte ici de la kinésiologie. Le test musculaire va permettre d'évaluer si un stimuli provoque un stress ou pas. Et donc c'est toujours un instant T. Si le lendemain, si 2 heures plus tard, je reteste l'information, eh bien il se peut très bien qu'il s'est passé tellement de choses entre temps que l'équilibre est revenu, ou que le test stimuli qui stressait maintenant est OK, ou l'inverse. Donc il s'agira avec le test musculaire de faire un bilan de ce qui me stresse ou de ce qui ne me stresse pas. Et à partir de ça, ça m'apportera petit à petit des éléments de prise de conscience. Tous ces éléments, de se rendre compte que, tiens, ce mot, cette phrase, cette technique, ce déséquilibre en moi est signifiant de quelque chose. Alors chaque séance, avant de commencer une batterie de tests et d'observations, demandera de déterminer un thème de travail ou encore un objectif sur lequel nous allons focaliser notre attention. Il s'agit en effet de partir de quelque chose que l'on souhaite éclaircir, soit d'une difficulté, soit d'un stress, soit d'une douleur, soit d'un mal-être. Et à partir de ce qu'on aura posé au début avec la personne, eh bien, on prendra ce thème-là comme sujet de la séance pour pouvoir ensuite faire un certain nombre d'observations et amener de la conscience sur cet objectif de départ. Alors, ce que n'est pas un test musculaire, un chercheur de vérité. La vérité étant toute relative et étant toute personnelle. Dans une séance, on sera amené par exemple à chercher un âge significatif de la personne par rapport à son thème de travail pour lequel il y a un stress et dont la compréhension de la situation du passé et le changement de perception de la situation du passé lui permettra d'avoir un nouveau regard sur cette situation du passé et du coup de remettre à jour le regard qu'elle a d'elle-même et de l'extérieur sur la situation du présent. Donc on aura toujours cette dynamique d'identifier un blocage et d'amener à un changement de perception. 2 personnes différentes qui vont vivre un même événement extérieur vont vivre les choses complètement différemment. Il y a quelques années, un retour m'était donné que 2 enfants, je crois qu'ils étaient jumeaux de 6 ans environ, ont vécu un accident dans une voiture avec leur père. Il n'y a pas eu de problème physique, mais la voiture a fait des tonneaux. Un enfant, le lendemain à l'école, était complètement dans un enthousiasme de dire mon papa c'est un super cascadeur et l'autre était complètement mal, stressé, n'a pas pu mettre de mots sur sa situation. Pourtant, c'est 2 enfants qui ont vécu la même situation, mais du fait qu'ils ont une expérience propre et une individualité propre, et c'est vraiment les 2 éléments à prendre en compte. Je suis unique de par mon individualité, de mon essence, et j'ai aussi une expérience unique de par ma vie, de par les mémoires que je porte. Et c'est la rencontre de ces 2 dynamiques-là qui vont faire que j'ai une perception unique et une façon de ressentir les choses qui sont uniques pour chaque événement et chaque situation. Et c'est la reconnaissance de ça en tant qu'accompagnateur, ici en kinésiologie, qui me permettront de considérer la personne dans ce qu'elle est, elle se sentira entendue dans ce qu'elle est pour être accompagnée dans sa demande. Donc le test va permettre d'identifier des stresseurs par rapport à mon thème et vont me permettre, en identifiant une situation du passé, de changer ma perception par des techniques. Bon,
Une que vous connaissez sans doute à travers la sophrologie, c'est des techniques de visualisation. La kinésiologie propose une centaine de techniques différentes et ce sera le test musculaire qui identifiera la technique la plus appropriée pour pouvoir défusionner ce blocage. Un blocage du passé, comme je l'ai dit, c'est toujours une situation du passé inachevée dans laquelle je n'ai pas pu mettre de mots, qui a été soudaine, qui a été contraire à mes attentes et qui m'a figé dans quelque chose au point d'avoir cristallisé un blocage. Les blocages peuvent être aussi des blessures de l'enfance qui vont également créer plusieurs blocages ensuite dans la vie. Donc ce stress, ce test musculaire nous accompagne dans la séance pour permettre d'aller vraiment là où le corps est prêt. Et d'ailleurs, on ne sera jamais dans une dynamique de forcer quelque chose. Ça sera au rythme du corps, ça sera dans une dynamique de manière douce, dans le respect et la permission de ce travail, qu'une séance se déroulera. Et je parlais que le test n'est pas un chercheur de vérité dans le sens où, comme la perception est propre, eh bien, je peux créer ma propre vérité par rapport à des situations identiques. Et donc, même si je travaille sur une situation du passé, eh bien, ce sera toujours ma perception qui sera propre et je ne pourrai à aucun moment évaluer si c'était la réalité. Et ça serait un danger d'ailleurs d'utiliser le test comme chercher la vérité de ce qui s'est passé. Au même titre que je ne peux pas chercher quelle est la solution pour mon mal-être, ni chercher des solutions pour ma maladie, ni chercher le sexe de l'enfant que je porte, puisque je vais toujours évaluer le stress que j'ai par rapport à cette information. Le stress que j'ai par rapport au fait, par exemple, une personne, elle était face à un choix de se faire opérer ou pas. Eh bien, elle a fait 2 séances. Une séance, je me fais opérer, c'était le thème, et l'autre séance, je ne me fais pas opérer, c'était l'autre thème. Et l'idée en kinésiologie, c'est de diminuer le stress à 0 dans ces 2 situations-là. Pour que la personne, ensuite, c'est elle-même qui fasse le choix. Et à aucun moment le kinésiologue, et à aucun moment le test musculaire. Il ne s'agit pas non plus de remettre dans le test musculaire son autorité. Encore moins chez l'autre, ou autant. Mais il s'agit de retrouver sa propre autorité. Ça fait partie de l'attitude d'un kinésiologue, d'être auteur de soi-même. Alors, auteur de soi-même, être dans sa propre autorité, c'est être auteur de soi-même. Je le prends dans son sens, dans ce sens-là. Et être auteur de soi-même, c'est être auteur de sa vie. Donc c'est être responsable de ses choix et dans l'assumation de ses choix. Et donc, à aucun moment, le test n'est là pour recréer une autorité à l'extérieur. Il est là, comme j'ai dit au départ, pour évaluer parmi les stimuli, où est-ce que j'ai du stress ou pas. Et pas pour être un outil de prise de décision. Mais pour me permettre, en fonction des informations et des stimuli que j'ai, de m'éclairer moi-même. Et le dernier décisionnaire, ça sera toujours moi. Ça sera qui je suis, qui sera face à une décision à un moment donné. Donc, l'outil de la kinésiologie, c'est le test musculaire. Et c'est également un certain nombre de techniques. Différentes techniques. Techniques de gestion du stress. Et là, on va retrouver différentes approches. Une des premières approches, des premières méthodes, c'est la santé par le toucher, le touch for health, qui dans les années 70 a émergé et a créé une kinésiologie spécialisée. Cette kinésiologie Touch for Health va s'appuyer énormément sur la dynamique du yin et du yang, sur les 5 éléments, sur les méridiens d'acupuncture, sur un équilibrage qui va comprendre un certain nombre de techniques. Ça, ce sont simplement les premières. Faire comme un bilan énergétique et accompagner la personne dans ce changement-là. Donc, la santé par le toucher propose un vaste domaine de techniques qui va accompagner le test musculaire et ce qu'on verra par la suite. Un autre outil, une autre technique, c'est le 3-in-1 concept, le concept 3 en 1, qui également va proposer une grande batterie d'outils et de techniques, dont 2 principaux qui sont le baromètre du comportement. Peut-être pour certains qui connaissent la kinésiologie, ont peut-être vu ce baromètre avec plusieurs centaines de petits mots organisés, qui est un repère pour pouvoir se retrouver dans sa jungle émotionnelle. Quand je ressens une émotion, dans le temps présent, émotionnellement, je n'ai plus l'âge que j'ai. Émotionnellement, j'ai l'âge
de quelqu'un qui a 20 ans, 3 ans, 1 an, 12 ans. Je retrouve l'âge émotionnel de la situation du passé qui est en résonance avec la situation du présent. Et dans le présent, tout ce qui ressemble à l'ennemi, c'est déjà l'ennemi. Si vous entendez un mot, par exemple le mot poubelle, et que ça renvoie à quand vous avez 12 ans, vous avez entendu un enseignant de dire toi de toute façon plus tard tu seras bon qu'à ramasser les poubelles, et que ce mot-là de ramasser les poubelles chez vous, d'avoir la remarque du conjoint ou du parent, etc., qui est dans cette dynamique-là, vous renvoie toujours à ce stresseur que ça crée pour vous une perspective future figée de je ramasserai les poubelles parce que je suis un bon à rien. Et que ce mot-là, le fait de l'entendre, pour l'inconscient, va me renvoyer à une situation du passé qui était un stress. Donc tout ce qui ressemble, entre guillemets, à l'ennemi, c'est déjà l'ennemi, c'est-à-dire que c'est déjà ma réalité. Et ça veut dire qu'émotionnellement, eh bien, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans dans cette situation. Donc je vais réagir comme un enfant de 12 ans où il en est dans sa maturité. Mais je peux aussi réagir comme quelqu'un qui aurait 1 an, et donc de ne pas trouver les mots dans une situation d'entretien, de ne pas trouver les mots dans une situation particulière. Les techniques vont permettre d'identifier ces situations du passé et de diffuser le stress. Donc là, je prenais l'exemple d'un mot qui a été entendu, donc il y aura des techniques plutôt par rapport à l'écoute, par rapport aux oreilles, par exemple. Même si le lien n'est pas forcément aussi systématique, c'est un exemple pour dire que suivant le stresseur, eh bien, ça va créer en moi des blocages à un endroit particulier. Si c'est par exemple à la vue d'une personne, pendant 1 an, j'étais confronté à tel camarade de classe qui a été difficile, et puis ce camarade de classe, il avait un nez comme ça. Et bien aujourd'hui, quand je me retrouve face à des collègues qui ont à nouveau un nez identique, le simple fait de voir cette personne que je ne connais pas du tout me met déjà dans une sensation d'hostilité. Parce que j'ai dû, pendant une année scolaire, eh bien, faire en sorte que ce camarade de classe qui était plus âgé que moi et plus fort, eh bien, ne me tape pas. Et donc aujourd'hui, quand je me retrouve face à un collègue qui a un critère physique identique, eh bien, il y a quelque chose de plus fort que moi qui me remet dans l'âge du passé. Et qui fait que du coup, je me sens dans une situation d'immobilisation, de fuite ou de lutte, en tout cas de non-choix par rapport à un stress. Et donc là, la technique sera à nouveau différente, et c'est le corps qui dira la technique dont j'ai besoin pour pouvoir diffuser ce stress du passé. On va également retrouver une branche qui s'est détachée de la kinésiologie, mais dans laquelle elle est bien présente et reconnue par la kinésiologie, c'est le brain gym et l'éducation kinesthésique. Donc l'éduca, avec le brain gym, est une approche qui va donner davantage d'espace et de mouvement pour l'apprentissage, pour les enfants et développer son potentiel, mais également complètement pour l'adulte, comme des outils et des techniques qui nous permettent de répondre à notre hygiène de vie en équilibrant notre être, et s'appuiera beaucoup sur les 3 dimensions du cerveau que sont la latéralité, donc tout le développement de l'aspect communicatif entre les 2 hémisphères. Et quand on est sous stress ou quand on est en colère ou pas présent, nos 2 hémisphères cérébraux sont dans une dynamique de compétition au lieu d'être dans une dynamique de coopération. Donc qui dit compète dit qu'il n'y en a qu'un des 2 qui va gagner, et du coup dit que je ne suis pas dans une ouverture et une disponibilité à m'adapter à la situation, mais à vouloir gagner à tout prix. Donc la compétition, la comparaison a une tendance à créer entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche une opposition. Ce qui va, si je prends l'exemple d'un enfant, créer pour lui beaucoup de confusion. Si, par l'intermédiaire d'une oreille, l'enfant entend le mot bateau, eh bien, dans l'hémisphère opposé, ça va, si je prends l'hémisphère droit, visuospatial, Gestalt, le mot bateau va créer des images de voiliers, de bateaux à moteur, etc. L'autre oreille va, quand il entend bateau, décrypter tout de suite le mot bateau, B-A-T-E-A-U, de façon précise, fera peut-être même des associations, bateau avec canoë, voilier, etc. Chaque hémisphère aura donc une information différente, l'un une image et l'autre un mot. S'ils sont en compétition, il y en a un des 2 qui va gagner. C'est-à-dire qu'un enfant qui entendra bateau et un hémisphère a pris le dessus, quand il s'agira d'écrire bateau, il sera presque prêt à le dessiner, ou en tout cas il l'écrira de façon comme il l'entend, mais pas du tout de façon précise. Alors que l'autre enfant saura parfaitement écrire bateau, mais si son hémisphère visuospatial droit est bloqué, entre guillemets,
eh bien il ira bateau, mais il n'y aura aucun sens. Ça évoquera en lui aucune image. Et donc quand il s'agira à un moment donné d'être dans la compréhension ou dans l'expression et l'écriture, il n'aura pas accès à tout cet univers associatif entre les mots et les images. Donc la latéralité, c'est tout le développement que ces deux informations-là, elles sont complètement complémentaires et vont pouvoir m'enrichir. Et c'est la même chose d'ailleurs dans la relation à l'autre. Si je reprends, comme tout à l'heure, je parle des deux cerveaux et je passe maintenant de la personne à l'autre personne qui est en face de moi. Est-ce que je suis dans une dynamique de comparaison, de compétition avec l'autre, en couple, amicalement, professionnellement, ou au contraire dans une dynamique de coopération pour apporter plus de richesse, plus de partage, plus de création, plus de production? On retrouve ces deux dynamiques en permanence et la latéralité s'appuie bien sur cette dynamique de communication et de coopération. Alors, je suis parti à détailler un petit peu cette technique-là. L'éducat va également s'appuyer sur la dimension du centrage. Donc là, on est sur une dimension plutôt haut-bas. Il s'appuie davantage sur notre dimension émotionnelle, qu'on associe davantage à l'hypothalamus, comme je suis parti sur le cerveau. Et la dimension du centrage, c'est ma capacité à être à l'écoute de mon cœur et à me relier à l'autre et à me relier à moi-même. Est-ce que dans cet espace, je me sens suffisamment sécuritaire, ou au contraire, quand il s'agit de rentrer dans la relation à l'autre, cette dimension du centrage, eh bien, je suis perdu. Je perds mon organisation interne, je ne sais plus comment rentrer en relation avec l'autre, je suis dans mes peurs, du coup je me recroqueville sur moi. Cette dimension du centrage me donne au contraire, quand elle est équilibrée, cette dimension relationnelle et ma capacité à, en toute situation, pouvoir être bien centré et que la connexion au bas, comme à l'image d'un arbre, soit bien dans son axe. Donc cette dimension du centrage s'occupe à équilibrer davantage cet aspect-là. Et il y a une troisième dimension dans la Brain Gym, qui est la focalisation. Là c'est avant-arrière, on a eu droite-gauche en premier, au bas à l'instant et avant-arrière. Donc ça c'est toute cette dimension qu'on associe au cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, qui est mon cervelet, mon tronc cérébral, est le cerveau le plus archaïque, donc le plus premier. C'est d'ailleurs ma base absolument nécessaire pour pouvoir croître. Si je suis en perpétuel danger, je ne pourrai à aucun moment m'ouvrir aux autres dimensions de moi-même. Donc, d'ailleurs, si j'en fais une représentation schématique, ce cerveau reptilien qui est ici, à l'arrière, est là pour assurer ma survie et ma sécurité. Et autant qu'il sera équilibré, il sera propice à ma capacité à porter mon attention dans une direction, à focaliser mes énergies dans une direction. Quand on regarde un enfant, ce cerveau-là est bien présent puisqu'il est très têtu dans ce qu'il veut obtenir. Mais le fait d'être têtu va lui assurer le fait de pouvoir aller jusqu'au bout de ses expériences. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas besoin de limites, au contraire, mais que naturellement, cette direction revient encore et encore jusqu'à temps que je fasse l'expérience de ce dont j'ai besoin dans l'instant. Pour un très petit enfant, ça va être par exemple bouger pour pouvoir passer aux quatre pattes et ensuite debout. Pour nous, notre direction, ça sera peut-être de créer quelque chose, ça sera de s'inscrire, de rentrer dans une dynamique relationnelle ou autre. On retrouve ce besoin de sécurité aussi dans la pyramide de Maslow, qui est une représentation qui donne aussi des bons points de repère. Cette fameuse pyramide où, sur la couche du bas, c'est répondre à mes besoins de sommeil, de nourriture, physiologique. Et ce sont des besoins, c'est-à-dire que c'est vitaux pour pouvoir que je grandisse. Je prenais l'exemple de l'arbre qui n'aurait pas de soleil. Bien, c'est comme si un de ces besoins vitaux n'était pas répondu. Mais le besoin qui arrive juste après, c'est le besoin de sécurité. Et si ce besoin de sécurité, je n'y réponds pas, ou je me sens insécurisé en tant qu'adulte, eh bien c'est que dans le passé, j'ai eu des situations où je me suis senti insécurisé. Et donc il s'agira d'identifier aussi comment m'apporter aujourd'hui cette sécurité qui me manque. Et il suffit que cette sécurité-là ne soit pas présente pour que tous les autres besoins au-dessus, de reconnaissance, d'appartenance à un clan avant, de valorisation, d'expression et de développement de moi-même, etc. Je peux avoir reçu beaucoup d'amour, mais si je me sens en insécurité, eh bien, il va vraiment me manquer un équilibre. Je serai vraiment sur une béquille dans la façon dont je vais me construire dans la vie. Donc, comment répondre à ce besoin de sécurité ? Il s'agira à nouveau d'identifier des éléments qui me mettent en stress aujourd'hui pour pouvoir les diffuser et avancer. Donc il y a deux techniques en kinésiologie, également le stress release et puis toutes les kinésiologies spécialisées.
qui propose à chaque fois ces protocoles, ces techniques, voilà, dans une séance individuelle. Ce qui fait qu'un kinésiologue, par rapport à un autre, sera très différent aussi dans sa pratique. En général, ils ont un tronc commun, mais ils peuvent s'être spécialisés dans un domaine, par exemple la kinésiologie périnatale pour les petits-enfants, etc., les bébés, ou les mères qui sont enceintes. D'autres vont s'intéresser à des kinésiologies plus pratiques, qui correspondent plus à ce qu'eux ont voulu créer. Donc d'un kinésiologue à l'autre, on peut avoir des personnes très différentes dans leur pratique. Donc ça, ce sont les différents outils. Ensuite, dans une séance, on va s'appuyer sur différents points d'observation. Les observations qui nous sont proposées, ça va être les principaux visuels, auditifs, kinesthésiques, le VAC. Le côté kinesthésique, parce qu'on va utiliser des tests musculaires, parce qu'on va passer par des techniques où la personne soit elle va bouger, soit elle va stimuler des points d'acupressure, soit elle va faire des exercices particuliers, donc au niveau qui passe par le corps, par le mouvement, par le toucher. Auditif, puisque à la personne, on va lui proposer un espace d'écoute, une écoute active, une écoute qui va prendre en compte ses demandes, ce qu'elle est à un moment donné, reconnaître sa difficulté, son ressenti, son mal-être. Carl Rogers, par exemple, a bien mis en place cette écoute active. Thomas Gordon également, on a beaucoup reparlé dans l'éducation avec les enfants. Le concept 3 en 1 et puis les autres techniques sont aussi dans un accompagnement par rapport à l'écoute. Et également visuel, on va pouvoir observer dans le comportement de la personne, dans la posture, s'il s'agit de santé par le toucher, on va donner plus d'attention sur la posture, que la posture signifie déjà un certain nombre de déséquilibres. Et donc en travaillant votre regard, pour un kinésiologue qui s'est formé par exemple, eh bien, va déjà avoir un certain nombre d'informations simplement en regardant la personne. En éduca, en brain gym, on va observer la posture de l'enfant en train d'écrire, la tête de côté, la prise de stylo d'une façon particulière, le fait de s'inhiber une oreille, la posture sur la table, le fait d'être décalé. La façon dont va se tenir une personne, et un enfant dans mon exemple, va aussi nous donner des indications sur comment l'enfant s'est construit dans son développement et où sont son déséquilibre. Dans le 3-in-1 concept, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle la structure-fonction. Et cette structure-fonction, d'ailleurs, on la retrouve dans l'introduction que j'ai faite par rapport au yin et au yang. Chaque structure, qui est le côté plutôt visible, manifesté, est complètement adaptée à une fonction. Et la fonction, c'est l'énergie sous-jacente qui va porter cette structure dans un fonctionnement particulier. Si je prends un cube, ça c'est la structure, sa fonction, une fonction c'est la stabilité. Et c'est parce que le cube est stable qu'il est complètement opérant et qui joue le rôle pourquoi il est fait. Si je prends par exemple une roue, ça c'est la structure, sa fonction c'est de rouler. Et donc une roue bien circulaire va faire que la fonction demandée va être cohérente avec la structure. Et donc j'ai cet équilibre entre le yin et le yang en permanence, que chaque structure a une fonction. Par extension, si je prends un animal, vous regardez une biche a la tête très étroite. Et au moindre bruit, la biche est prête à s'échapper pour fuir. La biche a une structure, et quand vous voyez une biche, vous dites ça c'est un animal plutôt à se frayer un chemin, plutôt frêle, plutôt à bondir dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a un bruit. Sa structure est adaptée pour la fuite. Et du coup, va pouvoir courir très vite pour pouvoir fuir également, et se cacher, et être assez fine pour ne pas être vue. Par contre, la structure du lion, du tigre, plutôt le tigre qui chasse, a une structure de visage très large, une mâchoire bien acérée, et sa structure, c'est au contraire de s'impliquer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a entrepris et de ne pas en démordre. Alors, il n'a que 30 secondes, 1 minute ou 2 pour attraper la gazelle, parce qu'après, il a besoin de récupérer pendant un certain nombre de minutes avant de recourir à nouveau. Mais la structure du lion, du tigre, eh bien, c'est très différent de la gazelle. Et quand vous observez un lion et une gazelle, vous n'avez pas le même ressenti. Voilà. Vous savez que vers une gazelle, vous pouvez l'approcher, vous ne sauterez a priori pas dessus. Un tigre, vous n'allez pas avoir la même attitude. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous savez déjà comment fonctionne n'importe quelle structure et quelle est la fonction qui est sous-jacente derrière.
Vous savez que cette table, sa fonction, c'est de pouvoir, de par sa stabilité et de son plan horizontal, poser des choses dessus. Cette bouteille, de par son contenant, est là pour contenir de l'eau. Donc chaque structure a une fonction. C'est la même chose pour l'être humain. L'humain, en tant qu'être humain, on a une structure particulière qui est très signifiante sur le visage, mais aussi sur d'autres parties du corps, qui correspond à des fonctions particulières. Et dans le côté visuel du concept 3 en 1, avec les structures-fonctions, on a également cet outil pour mieux comprendre la personne. Et à partir du moment où j'appréhende mieux la réalité de la personne, eh bien, je vais pouvoir mieux l'accompagner dans sa demande et dans ses difficultés. Et donc cette compréhension de la structure-fonction est également un très bel outil pour découvrir en soi les ressources, les forces, les talents et les habiletés que j'ai. Alors ce n'est pas de la morphopsychologie, l'approche est différente. Et il y a des personnes qui vont être plus dans une dynamique verbale, d'autres qui vont être plutôt dans une dynamique concise dans l'expression. D'autres vont avoir plutôt vivre l'émotionnel de façon plus intense, d'autres vont être plutôt dans un contrôle émotionnel, et que trop s'attarder sur l'émotionnel, c'est une perte de temps, et va au contraire développer une qualité de raisonnement et de logique plus efficace et plus précise. Voilà. Il y a comme ça une cinquantaine et plus de structures qui correspondent à chaque fois à 2 sous-structures différentes qui vont faire que la personne fait que je suis ce que je suis. Et la structure que j'ai aujourd'hui est la structure la plus adaptée pour vivre qui je suis, pour faire l'expérience de qui je suis. Si je reprends le côté féminin-masculin, on peut voir également le côté visible-invisible. Alors, comme je l'ai dit, dans le yin, il y a le yang, et dans le yang, il y a le germe du yin, donc rien n'est figé, mais le côté extérieur, le côté visible, c'est davantage le côté masculin. C'est ce côté structure. Et le côté invisible, c'est davantage le côté féminin. On parle du manifesté, du non manifesté. On parle du visible, de l'invisible. Eh bien, la structure visible que j'ai, c'est la plus adaptée pour donner la place au côté invisible que j'ai. Et c'est parce que j'ai une cohérence entre les deux, parce que j'ai une synergie entre les deux, que je vais pouvoir être l'être que je suis, que je vais pouvoir naître à moi-même, exprimer mon essence. Et le mal-être, c'est une inadéquation entre ma structure et la fonction que j'ai à apporter. La douleur est toujours une inadéquation entre ce pourquoi je suis fait, entre guillemets, même si c'est limitatif, et ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a une cohérence entre mes idées, mes pensées, mes actions, ou pas? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que je montre de moi, physiquement par mon attitude, par mes mots, par mon comportement et physiquement, ou par rapport à ce que je pense, ce que je reçus? On appelle ça la congruence. Est-ce que je suis congruent entre ce dont je suis porteur et ce que j'exprime à l'extérieur? Cette congruence est la garantie de mon bien-être et la garantie de ma santé. Et en ce sens, la kinésiologie est aussi dans une dynamique de communication honnête avec moi-même, de sincérité. Assez souvent, on se croit sincère, mais malgré tout, on se ment à soi-même. Parce que on s'est construit pendant des années, en partie par rapport aux attentes des autres, par rapport aux attentes de la société. Et on a construit ce qu'on appelle notre personnalité, qui est notre moi avec un petit m. Et à un moment donné, ce moi, c'est ce que je crois être de moi. J'ai construit des croyances sur moi-même, j'ai construit une image de moi, et du coup, j'ai construit ce moi qui est ma personnalité première. Alors c'est ce que je construis au début de ma vie, c'est celle déjà qui me permet d'émerger de la masse, qui me permet d'émerger de l'eau de l'indifférencié, pour prendre des termes très métaphysiques, mais ça donne des représentations différentes, pour pouvoir être l'être original que je suis et l'être unique que je suis. Le moi, c'est donc cette facette de moi, mais j'ai également ce qu'on appelle le soi, dans lequel on peut mettre également différents mots. Alors le soi, on peut l'appeler également le moi profond, il y a plein de façons de nommer les choses. Mon essence, mon individualité profonde. Et le soi, c'est ce que je suis vraiment. C'est ma nature. J'arrive avec une essence particulière qui fait que je vais avoir la tête que j'ai aujourd'hui,
Mais fort de mon expérience, mon moi va aussi façonner ma vie et la tête que j'ai aujourd'hui. Donc la tête que j'ai aujourd'hui, le comportement que j'ai aujourd'hui, les mots que j'utilise dans mon quotidien, dans la relation aux autres, c'est la résultante du moi et du soi qui crée l'être que je suis en devenir. Et donc je suis aujourd'hui celui que je suis et celui que je crois être, pour être celui que je deviens. Et la compréhension de cette dynamique-là permet également de faire la part des choses. Et le moi, si je focalise mon attention sur le moi, et par extension le petit moi, va toujours m'insatisfaire. La personnalité est toujours insatisfaite. Donc une bonne indication de savoir si, dans une situation donnée, vous êtes dans votre moi, dans votre soi, c'est à un moment donné la question, ça ne me satisfait pas finalement. Cette soirée, ce qui s'est passé avec cette personne, cette activité, je me sens pas satisfaite. Et jamais satisfait. Il me faut encore plus. Voilà. Le moi est dans une dynamique d'entropie, de vouloir toujours plus et de jamais être satisfaite d'elle-même. Le soi, par contre, est davantage dans l'être, et davantage dans une ouverture de rencontre avec l'autre, d'ailleurs. Et en même temps, le soi, c'est ce moi-même qui me pousse toujours vers l'inconnu. Et c'est pour ça que ce que je deviens est toujours dans une dynamique qui va me propulser vers l'inconnu. Pourquoi ? Pour explorer quelque chose que je n'ai pas encore exploré, pour pouvoir prendre ma pleine expansion. Et donc, dans l'attitude que va avoir un accompagnateur, un facilitateur, un kinésiologue, ça va être identifier les obstacles que j'ai construits à travers mon moi pour avoir une image de moi différente, changer ma perception sur moi-même, sur les autres et sur la réalité, et donner une place à mon soi, à mon être que je ne connais pas encore. Ce qui fait qu'à 20 ans, 30 ans, 60 ans, je peux être quelqu'un qui ne me connaît pas encore. Et découvrir qui je suis. Et c'est ça qui me fait peur. Ce qui m'empêche de faire des choix dans ma vie que je sens importants, c'est que j'ai peur de moi-même, j'ai peur de ce que je ne connais pas encore de moi-même. Donc toute la dynamique du travail, et c'est là où même n'importe quel kinésiologue ne peut pas intervenir, c'est que la personne, elle est face à elle-même, et qu'est-ce qu'elle veut pour elle-même maintenant ? Et à la fin d'une séance de kinésiologie, on a utilisé un certain nombre de techniques pour diminuer le stress, pour que la personne puisse, autant que possible, être en contact de son essence, être en contact de son soi. Et à ce moment-là, elle va pouvoir avoir accès à une plus grande acceptation d'elle-même. Donc dans les différents concepts, on avait les outils, on avait l'observation. Dans les différents concepts, c'est-à-dire points de repère, mots-clés qui permettent de bien appréhender la méthode, c'est le mot acceptation. L'acceptation des choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas synonyme de résignation. C'est tant que je n'ai pas accepté les choses telles qu'elles sont, à la limite tant pis, demain ça m'a à nouveau resservi. J'ai encore une possibilité d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tant que je ne suis pas dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, je vais être dans la réactivité. Je serai toujours dans la réaction à une situation. Et du coup, c'est mon petit moi, mon moi qui s'exprime aussitôt. Et à aucun moment, je donne de l'espace à ma réelle nature. Donc le premier pas dans une séance, kinésiologie, mais dans la vie que vous pouvez faire aussi avec vous-même, c'est comment je peux être dans cette dynamique d'accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter les choses telles qu'elles sont, c'est voir que par rapport à ce qu'a fait, a dit l'autre, j'ai aucun pouvoir sur l'autre. Je ne peux que agir à mon bout. Eh bien, si je choisis de me blesser avec ce que l'autre a dit, eh bien, j'ai aussi la responsabilité de pouvoir faire différemment à ce moment-là. Alors certes, si je me suis blessé, c'est que dans mon passé, il y a des choses qui sont en résonance et que ce n'est pas en un claquement de doigts que je vais pouvoir retrouver mon centrage et pouvoir faire un choix adapté à ce moment-là. Mais il s'agit de comprendre et d'identifier le mécanisme que je mets en place face à un stresseur pour, à un moment donné, et s'il me faut plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois pour être dans l'acceptation d'une situation, je me donne le temps. Je me donne le temps. Et quand je serai dans l'acceptation de ce qui est tel quel, eh bien là, je pourrai prendre des décisions qui seront justes pour moi. Et donc, la décision, le fait de poser des choix, ça sera un choix qui sera pris en conscience et qui me permettront de faire le pas suivant pour pouvoir aller dans la direction qui correspond à ce que je veux pour ma vie. Aussi bien mes désirs que mes aspirations, que là où je me sens appelé. Donc c'est sûr que ça passera par une prise de conscience.
Et une séance en kinésiologie amène des prises de conscience. Et de prise de conscience en prise de conscience, je commence à remettre à jour mon propre regard sur moi-même et à rentrer en contact avec des choix qui sont bons pour moi. Et à sortir de schémas d'autosabotage, d'autoculpabilisation, d'autopunissement, d'alimenter le ressentiment, la colère, la tristesse et la culpabilité, mais d'accepter ces émotions-là. Et l'acceptation, ce n'est rien d'autre que reconnaître toutes ces émotions qui m'habitent. L'acceptation, c'est pouvoir nommer les choses telles que je les ressens. Et l'acceptation, c'est ce pas-là. Et c'est toujours une prise de risque. Pour moi, je peux le faire moi face à moi-même, mais si c'est une relation qui est concernée, voilà, de le dire à l'autre à ce moment-là. Donc accepter une situation, m'accepter moi-même, c'est reconnaître qu'en moi, eh bien oui, il y a de la honte, oui, il y a de la colère. C'est la nommer d'une façon qui est juste pour moi dans la situation concernée. Je m'exprimais différemment en entreprise avec mes enfants que dans une relation de couple. Mais c'est reconnaître ça. Et la reconnaissance de ça, le fait de donner une place à ça, va me permettre petit à petit d'être dans l'acceptation de la situation. Et d'ailleurs, une émotion, voire une somatisation quand c'est un peu plus loin, est toujours l'expression à un moment donné, je ne me suis pas respecté dans ma vie. À un moment donné, je n'ai pas respecté mon intégrité. Je me suis laissé utiliser, abuser, confus, je me suis laissé piétiner. Je n'ai pas préservé en moi mon intégrité, mon être. Et quand j'ai fait ça, à maintes reprises dans ma vie, eh bien, je vais être très souvent réactivé par des situations émotionnelles, qui sont des situations du passé, qui sont là pour me dire, maintenant, tu n'as plus 6 ans, tu en as 30. Comment tu vas faire pour remettre à jour cette situation du passé, où à l'époque, en effet, l'autorité et la force de la personne en face étaient trop importantes. Comment maintenant peux-tu retrouver ta propre autorité, ton propre pouvoir? Et donc la situation revient pour remettre à jour. Parce que le corps a cette fâcheuse tendance, ou la conscience, de ramener à la conscience toutes les situations du passé qui sont inachevées. Parce que à l'époque, c'est ce que j'ai fait de mieux pour pouvoir survivre. Pour faire face à une situation, le mieux que j'ai fait, c'était de me taire. Le mieux que j'ai fait, c'était fuir. Voilà. Pour me préserver, peut-être physiquement, peut-être émotionnellement, peut-être même psychiquement. Mais aujourd'hui, j'ai acquis plus d'assurance, plus de recul, plus d'expérience. Et que ce mécanisme de survie, ce blocage que j'ai mis dans le passé, me limite pour pouvoir être dans cette expansion. Et le soi qui arrive en essence est là, en vue d'une expansion. Un arbre, un chêne, il n'est pas fait pour faire 2 mètres. Il est fait pour grandir et s'agrandir. Donc à un moment donné, avec le temps, avec les années qui passent, je me retrouve face à moi-même de plus en plus. Je me retrouve face à donner cette place à cette expansion. Voilà. Jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans, peut-être que c'était suffisant d'en être là où j'en suis. Peut-être qu'à 30 ans, j'ai encore pu contenir tout ça. À 50 ans aussi, pour d'autres choses. Mais à un moment donné, si je fais obstruction à la vie, eh bien, j'empêche